restaurant de Mario Citero Chicago. Les verres de vin teintent et les couverts raclent les assiettes de plats italiens, au milieu du bourdonnement des conversations qui emplissent la pièce. Mais sous le plancher, dans le sous-sol froid et faiblement éclairé, un homme est enchaîné à un radiateur, les yeux fermés et gonflés, le visage ensanglanté et défiguré. Il est retenu en otage depuis 3 jours. 3 jours de tourments inimaginables et incessants. « Tue-moi, s'il te plaît », murmure-t-il, le sang se mêlant à la salive qui dégouline de ses dents brisées. « Pas tout de suite », répond son bourreau, amusé. « Je te réserve quelque chose de spécial. » Dans le restaurant, la femme de la victime est attablée dans un coin de la salle, ignorant tout du cauchemar qui se déroule sous ses pieds. En sirotant son vin, elle pense que la soirée sera comme toutes les autres. Elle est loin de se douter qu'elle est sur le point de jouer un rôle dans le projet tordu d'humiliation d'un fou. Ce psychopathe, un homme si dérangé, si incroyablement brutal, était sans aucun doute l'un des hommes les plus sans cœur, les plus barbares de l'histoire de la mafia américaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, vous allez entendre l'histoire vraie de sa menace et de ses crochets à viande dans le maître de la torture le plus maléfique de l'histoire de la mafia, Mad Sam DeStefano. Quand Mad Sam est mort d'une mort appropriée pour le tyran psychotique qu'il était, peu de gens se sont rendus à ses funérailles. Parmi les quelques personnes en deuil présentes, beaucoup étaient secrètement soulagés qu'il soit enterré, incapables de nuire davantage. Des agents du Federal Bureau of Investigation et des officiers de l'unité anticrime organisée de la police de Chicago observaient à distance. Eux aussi ressentaient un grand soulagement. C'est un homme dont la vie a été définie par la violence. Il était malade, il était perturbé. Dès la fin de son adolescence, il a eu de sérieux problèmes. Il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir agressé une adolescente. C'était en 1927. Sam avait 18 ans et il ne faisait que commencer. Après sa libération, il a rejoint le tristement célèbre Gang 42, l'un des gangs de jeunes les plus violents de Chicago, une ville qui était ravagée par la violence et la corruption officielle. C'était un monde violent où des gens comme Al Capone à Chicago s'enrichissaient considérablement grâce à la contrebande d'alcool, aux prêts sur gage, aux jeux illégaux et à l'extorsion, une vieille pratique mafieuse. Mais c'est là que le jeune Sam s'est épanoui. Son talent pour la violence a attiré l'attention de la pègre. Sam était sans aucun doute un psychopathe, mais il a prouvé qu'il était digne de confiance. En 1932, il a été touché par balle lors d'un vol, une fois à la hanche et une fois à l'abdomen. À l'hôpital, il a refusé de donner les noms de ses complices. Il dirigeait aussi ses propres opérations de contrebande, mais sa criminalité a été à nouveau interrompue quand il a été emprisonné pour un braquage de banque. Ce n'est que dans les années 50 qu'il s'est vraiment fait un nom en tant que l'un des gangsters les plus redoutés non seulement à Chicago, mais dans tout le pays. C'est vers cette période qu'il a utilisé l'argent amassé grâce à ses vols et prêts usuraires pour acquérir des propriétés de luxe, dont un complexe d'appartements. Au milieu de la décennie, il se vantait qu'il n'y avait personne qu'il n'avait pas à sa solde. C'était vrai. Il avait des juges à sa solde et la police le traitait comme un roi à Chicago. Que vous soyez un voleur minable dans la rue ou un haut fonctionnaire, vous connaissiez le nom de Sam et vous le craigniez comme vous craignez la faucheuse. Il se vantait de pouvoir régler n'importe quelle affaire à Chicago. Si vous étiez arrêté pour vol, vous pouviez appeler Sam et pour 800 $, cette accusation disparaissait. Si vous étiez accusé d'agression, il vous libérait moyennant 1500 $. 20 000 $ vous libéraient d'une accusation de meurtre. Vous étiez alors éternellement endetté envers lui ou sous son emprise. La situation était telle que la police conduisait les suspects directement chez Sam. Si les suspects payaient ou acceptaient un prêt, une partie de l'argent allait à Sam et une partie allait aux flics, mais être endetté envers Sam signifiait généralement que la dette continuait de croître avec les intérêts. Des années plus tard, les associés de Sam ont dit que Sam espérait en réalité qu'il n'arriverait jamais à le rembourser. Pourquoi? Parce que cela lui donnait une excuse pour les torturer. Si vous ne payiez pas, eh bien, c'est ainsi que Sam a acquis sa féroce réputation, en recouvrant les dettes qui étaient dues à lui ou au nouveau patron de l'organisation, Salvatore Muone Giancana. Tout le monde savait qu'il avait une pièce insonorisée, et si jamais vous aviez le malheur d'y entrer, vous aviez de la chance d'en sortir avec toutes les parties de votre corps intactes. L'organisation n'appréciait évidemment pas les électrons libres. Les maniaques énervaient tout le monde, mais Sam est resté en bons termes avec Giancana un moment. Quand Giancana a voulu que le frère toxicomane de Sam, un exécuteur de gang nommé Michael, soit écarté, Sam s'en est personnellement chargé. Il a assassiné son propre frère
allant jusqu'à laver le corps avec du savon et de l'eau pour purifier l'âme. Il était sadique et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, peut-être même un adorateur de Satan. Nous en parlerons dans une minute. Psychopathe, certes, mais ça rapportait bien. Il gagnait si bien sa vie que les patrons ont même investi leur propre argent dans ses opérations de prêt. Pourtant, il n'était pas un membre officiel, ce qui aurait pu le déranger. Pour faire court, il était trop dérangé pour devenir membre officiel. Et c'est ainsi que nous arrivons à l'histoire de Peter Cappelletti, l'une des nombreuses personnes qui ont joué un rôle dans la réputation macabre de Sam. Dans les années 60, l'entreprise de prêt de Sam était en plein essor. Il avait tellement de débiteurs qu'il employait des collecteurs pour récupérer l'argent. Cappelletti était l'un d'entre eux. Cappelletti a récupéré et gardé pour lui 25 000 $ d'une victime d'usurier. Cet argent de Sam représentait une somme considérable à l'époque, équivalent à environ 250 000 $ actuels. Sam a rattrapé Cappelletti à Milwaukee et l'a ramené à Chicago. C'est ainsi que Cappelletti s'est retrouvé dans le sous-sol du restaurant de Mario à Cicero. Le propriétaire était Mario, l'un des 6 frères de Sam, un membre officiel donc de rang supérieur à Sam, mais loin d'être aussi craint que lui. Sam, Mario et 2 autres mafieux, Charles Grimaldi et Sam Gallo, ont déshabillé Cappelletti et l'ont menotté à un radiateur. Ils ont ensuite procédé à le passer à tabac comme jamais, brisant Cappelletti de la tête aux pieds pendant 72 heures. Grimaldi a déclaré plus tard que Cappelletti avait commencé par supplier qu'on lui laisse la vie sauve, et au 3e jour, il les suppliait de l'achever. Nul ne pouvait voler Mad Sam ainsi et espérer mourir sans souffrir. Sam a contacté certains des individus les plus influents de son réseau, incluant des juges, avocats, policiers et chefs de gang. Il leur a dit qu'il organisait un dîner chez Mario, ajoutant qu'il avait une annonce importante à faire. Sa liste d'invités incluait des membres de la famille Cappelletti, dont sa chère épouse. Alors que le vin coulait à flot et que des montagnes de pâtes étaient consommées, Sam a dit à Cappelletti, en sang, que sa femme était à l'étage. Il a promis de prendre soin d'elle. « J'ai une annonce à faire !» a crié Sam, alors que tout le monde était en train de manger, profitant de ce qui semblait à ce moment une occasion joyeuse. Sam a annoncé que Cappelletti était en bas et qu'il avait été très vilain. Alors que Sam parlait, Grimaldi et Gallo ont traîné Cappelletti, gémissant et à moitié mort, au milieu du restaurant. Les visages étaient maintenant consternés. Sam faisait passer un message aux personnes puissantes autour de lui. Voici ce qui se passe lorsqu'on ose me voler. Ils ont ensuite jeté ce qui restait de Cappelletti devant sa femme. Ces policiers, juges et avocats disaient tous la même chose lorsqu'ils s'adressaient à des gens comme Giancana. Sam est hors de contrôle. À un moment donné, quelqu'un devrait mettre Sam hors d'affaire, mais jusqu'à ce moment, il allait causer beaucoup plus de dégâts. Les hommes qui connaissaient Sam, y compris l'agent du Federal Bureau of Investigation, William F. Roemer Jr., l'un des hommes engagés par J. Edgar Hoover pour tenter de nettoyer les rues de Chicago, ont qualifié Sam de voyou sadique, arrogant et fanfaron. Sam se croyait intouchable. Il a dit à un associé qu'il aurait pu être président s'il n'avait pas été incarcéré enfant pour avoir blessé une jeune fille. Il fallait l'arrêter. Trop de personnes venaient à disparaître. Le complice de Sam, Grimaldi alias Chucky, a expliqué plus tard que Sam passait de nombreuses nuits à conduire à la recherche de bons endroits pour creuser des tombes. Quand il manquait d'endroits pour cacher les corps, il les donnait à manger aux cochons. Il se rendait à la ferme porcine, observant les animaux et s'interrogeant sur leur consommation maximale. Pour survivre à Chicago, il fallait être intelligent. Une fois, un politicien devait à Sam une énorme somme d'argent, soit plusieurs centaines de milliers, alors Sam lui a envoyé une montre avec les mots « à Bob » de Sam gravés au dos. Quand un associé lui a demandé pourquoi, il a répondu que si jamais il devait le frapper, tout le monde penserait qu'ils étaient amis. Et puis il y avait l'adoration du diable. Cette partie vient encore de Grimaldi, qui a dit qu'il l'a vu de ses propres yeux. Il a expliqué que Sam se mettait à 4 pattes et frappait le sol de ses poings par frustration et colère. La bave, a dit Grimaldi, dégoulinait de sa bouche pour former des flaques moussantes sous son visage, puis il s'adressait à Satan lui-même. Cela semble tiré par les cheveux, mais cela pourrait expliquer la prochaine histoire. En 1961, Sam a torturé et assassiné William Action Jackson, un énorme homme de 300 livres qui collectait pour Sam. Dans les milieux mafieux, on pensait que Jackson était devenu un Indik. Sam, accompagné de quelques autres hommes, voulait en avoir le cœur net, alors ils l'ont emmené dans une usine de transformation de viande du côté sud de Chicago. La police a découvert avec stupéfaction le corps dénudé de Jackson dans le coffre d'une voiture.
Ce qui se trouvait devant eux est maintenant connu comme l'un des meurtres mafieux les plus brutaux de l'histoire des États-Unis. Avant de décrire cela, nous devrions expliquer que Jackson était également connu pour sa brutalité extrême. Il était tristement célèbre dans la pègre pour la douleur extrême qu'il infligeait aux débiteurs. Il avait été suspendu par un crochet à viande. Son corps entier avait été coupé et brûlé. Il lui manquait une partie de l'oreille et ses rotules étaient écrasées. Ses côtes étaient brisées et il avait été poignardé plusieurs fois avec un pic à glace. Et comme si cela importait, il avait reçu des balles. Les médias ont rapporté que c'était juste l'un des nombreux corps qui étaient retrouvés à l'époque partout à Chicago, supposés être liés aux rackets de jus dirigés par des membres de la pègre, et chaque corps, selon un rapport, avait été soumis à des séances de torture sadiques. Mais Jackson était-il un indicateur? L'agent du Federal Bureau of Investigation, qui persuadait les gangsters de les renseigner, était Romer, et il a dit plus tard que Jackson avait refusé son offre, ce qui explique probablement pourquoi il n'a donné aucune information alors qu'il le torturait à mort. Plutôt que de se calmer avec l'âge, Sam a intensifié ses actes de violence. En 1963, le géant de 1,88 m et 122 kg, Leo Foreman, l'un des percepteurs de dettes de Sam, a admis qu'il avait fait une erreur de calcul avec une partie de l'argent de Sam. Les deux se sont battus dans le bureau de Foreman, et Leo, l'homme le plus grand, a gagné. Plusieurs semaines après, Foreman a appris que Sam s'était apaisé. Il voulait laisser le passé derrière lui, ce que Foreman n'aurait pas dû croire, connaissant Sam aussi bien qu'il le faisait. Le 14 novembre, Sam a invité Foreman chez lui pour une partie de cartes. Plus tard dans la nuit, Foreman a été attiré dans un sous-sol chez Mario, le frère de Sam. Un sous-sol n'est jamais un bon endroit où aller avec des mafieux. Lorsque Foreman est entré dans l'obscurité, Sam, Grimaldi et Mario ont ouvert le feu. Le mafieux Tony Spilotro est sorti de l'obscurité et a ajouté quelques balles de plus au corps de Foreman, qui se tordait à présent. Sam s'est approché de lui et l'a saisi par le menton. Il l'a insulté plusieurs fois alors que Foreman mourait devant lui. Regardez a lancé Sam aux autres gars. Il sourit. On dirait qu'il était content de mourir. Le corps de Foreman a été retrouvé plus tard dans le coffre d'une voiture. Des années après, la médecine légale a associé les copeaux de bois et la peinture sur le corps de Foreman au sous-sol de la maison de Mario. À ce stade, Grimaldi était déjà informateur et le Federal Bureau of Investigation avait connaissance du meurtre dans le sous-sol. Sam, Mario et Spilotro ont été rapidement arrêtés. C'était en 1973. Comme d'habitude, Sam a fait des siennes dans la salle d'audience. Il se donnait toujours en spectacle au tribunal, qu'il soit assis à l'arrière ou jugé lui-même. Il se présentait habillé en pyjama, parfois en fauteuil roulant et une fois allongé sur une civière. Lors de l'une de ses apparitions bruyantes où il se défendait lui-même, comme il l'avait fait depuis le début, il a sorti un porte-voix pour se faire entendre davantage. Mario et Grimaldi étaient des hommes sérieux. Tous deux étaient membres officiels. Sam, se comportant ainsi au tribunal, n'allait pas aider leur cause, et ils risquaient, tous deux, de passer un bon moment en prison. Les patrons étaient mal à l'aise. Les longues peines ne sont jamais une bonne chose pour les patrons, car les hommes peuvent se retourner contre eux. Il fallait que Sam disparaisse. Le procès devait débuter le 30 avril 1973. 16 jours auparavant, un samedi par une chaude matinée, Sam balayait la poussière dans le garage de sa maison sur l'avenue North Sayre. Sam a été blessé au bras par un coup de fusil qui a presque arraché son membre. Quelqu'un a ensuite tiré une autre balle dans sa poitrine. Les auteurs probables sont Spilotro et Mario, mais Sam s'était fait beaucoup d'ennemis. Maintenant, allez regarder La vie horrible d'un esclave moyen à Dubaï ou jetez un œil aux conspirations de la CIA qui étaient dit l'ivresse.